Ce qui est frappant sur un territoire, et que les gens reconnaissent, c'est qu'il y a une méconnaissance du territoire sur lui-même. Si je prends un exemple, la connaissance du réseau d'entreprises. On se rend compte qu'on ne connaît pas bien notre réseau d'entreprises. On se rend compte que les entreprises entre elles ne se connaissent pas, qu'on ne développe pas suffisamment la logique de filière, c'est-à-dire que sur un sujet, les entreprises intervenant sur ce domaine-là ne se connaissent pas. C'est quand même des mondes qui sont un peu juxtaposés. Alors, si vous dites aux gens, mais vous ne connaissez pas vos entreprises, ils vont vous dire, mais si, on connaît Shiver, c'est des gens avec qui on travaille. Oui, d'accord, mais vous en connaissez 10, 15, 20, mais c'est par centaines qu'elles existent sur le territoire. Et la difficulté, c'est que ces personnes-là, elles sont dans leur écosystème à elles, et elles ne connaissent pas forcément ce qu'il y a autour. Moi, j'avais visité une entreprise qui est dans le sud du Tonnerrois, qui est spécialisée dans le lambris, dont la clientèle est essentiellement internationale, et c'est un des plus gros producteurs français, qui est complètement inconnu sur son territoire, à part par le maire et les salariés de l'entreprise. Mais au-delà, pas beaucoup. Donc ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'intérêt à connaître leurs entreprises, c'est-à-dire que cette liaison-là, il faut la nourrir. Ça a plusieurs avantages. Un, ça permet de donner de la visibilité à des entreprises qui sont en recherche d'employés. Vous savez qu'il y a toujours ce problème, c'est pas tant qu'il n'y a pas de travail, c'est que la connexion, c'est le fait de mettre en liaison l'offre et la demande n'est pas si bien fait. Tout simplement parce que les entreprises ne sont pas très bien connues, leur offre de travail n'est pas forcément très bien connue, et les personnes qui pourraient se présenter n'ont pas connaissance de l'existence de ces postes. Alors vous allez dire, il y a Pôle emploi, etc., mais c'est quasiment un niveau plus fin encore qu'il faut aller. Donc mieux connaître les entreprises, c'est aussi mieux répondre à leurs besoins, et mieux répondre à leurs besoins, c'est aussi réveiller de la curiosité chez les employés potentiels qui pourraient s'intéresser à des entreprises qui existent près de chez eux. Mais cette question de la connaissance des entreprises, c'est quelque chose de fondamental. D'abord, je pense que c'est une culture qu'il faut encore renforcer à l'école, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, le connaître le plus tôt possible, développer les stages, rendre les choses extrêmement concrètes pour les jeunes, pour qu'ils se complètent, pour qu'ils se rendent, pour que les choses soient concrètes pour eux. Un réseau d'entreprises qui est connu par les élus, les différents partenaires, les financeurs, etc. Des entreprises qui se connaissent entre elles, ça permet de créer des dynamiques. Je vous donne un exemple. L'exemple classique, c'est le Vézelien. Le Vézelien, vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de prestataires qui interviennent. Vous avez des restaurateurs, vous avez des gens qui ont des gîtes, des gens qui ont des hébergements, vous avez toute une série d'activités autour du tourisme. Ce qui est surprenant, c'est que tout ce monde ne se connaît pas. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de réseau d'entrepreneurs. C'est souvent aussi, ça on le méconnaît et qu'il faut l'intégrer de plus en plus, il s'agit d'entrepreneurs qui viennent de l'extérieur de Lyon, soit qui sont iconés mais qui reviennent, soit des gens qui sont de l'extérieur et qui viennent s'installer. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils viennent, ils développent leur activité, mais ils la développent un peu en solitaire. Donc un des éléments pour aller plus loin, c'est que tout ce monde-là se connaisse. Je l'ai déjà dit dans précédentes interventions, mais dans d'autres domaines, ça peut s'appliquer à tout, ça peut s'appliquer à la sécurité, à la santé, à n'importe quel domaine. Mais là vraiment, dans le monde de l'entreprise, il faut faire cet effort-là. Et les entreprises toutes seules, une entreprise toute seule dans son coin n'a pas le temps d'être dans son activité et d'animer un réseau. Donc c'est forcément la puissance publique ou la puissance associative, c'est pas forcément des élus ou l'État. Mais il faut qu'à un moment un tiers intervienne pour créer une dynamique. Ça marche bien dans le Tonnerrois, on peut le faire aussi dans la Vallonnée. C'est un peu à ça que je pensais quand je disais en dessous de ses capacités, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut, mais que la synergie n'est pas là. Et elle ne se crée pas suffisamment, alors qu'on a un territoire à potentiel touristique très élevé. Pour tout le tourisme, pour la santé, alors c'est pas spécifique à la Vallonnée. La santé, ça fait 30 ans qu'on le dit, mais c'est un monde qui était longtemps hospitalo-centré. Vous aviez l'hôpital au centre, et puis les autres à la périphérie. Et vous vous rendez compte que pour la prise en charge d'un patient, vous ne pouvez pas avoir un système aussi binaire. Vous devez avoir un parcours de soins où chacun est mobilisé et où chacun a un rôle déterminant dans le parcours de santé. Mais ça ne peut pas être que l'hôpital, ça ne peut pas être le seul référent. C'est pour ça qu'il y a ce problème d'engorgement aussi et de sensibilité à tout ce qui touche à l'hôpital. En réalité, un hôpital qui se reconfigure, cette reconfiguration de l'hôpital elle doit être toujours pensée par rapport à la reconfiguration de son environnement. C'est-à-dire que si ça bouge dans l'hôpital, dont on peut penser que ça peut bouger négativement, c'est peut-être aussi autour que les choses ont changé, ont évolué, et que les gens sont pris en charge différemment. Je vous donne un exemple. La prise en charge à domicile. Ça veut dire forcément qu'à un moment ou à un autre, il y aura peut-être moins de lits à l'hôpital. Donc si vous entendez parler de fermeture de lits à l'hôpital ou de reconfiguration de services à l'hôpital, ça ne veut pas dire que l'hôpital prend moins bien en charge. C'est-à-dire que les modes de prise en charge ont évolué. Je sais que on a encore du mal à l'intégrer, mais il faut toujours penser le système dans sa globalité.
et pas petit bout par petit bout. Il y a eu le débat autour des urgences de tonnerre. Légitime, il faut s'interroger sur l'offre de soins, mais en réalité, il faut se poser la question. Si un service d'urgence on ne recourt pas au service d'urgence, c'est parce que les gens ont d'autres modes de se soigner, d'autres modes de prise en charge, ou d'autres voies d'accès. Or, c'est les patients qui décident. Et les moyens, ils vont là où vont les patients. Donc il faut s'interroger. Soit ce service il doit être maintenu, et il sera maintenu, soit il doit évoluer, soit finalement la porte d'entrée dans l'établissement, c'est pas les urgences, mais peut-être que les gens sont pris en charge directement dans les services. Enfin, il y a toute une série de questions très fines qu'il faut se poser, mais pas juste dire, et ça c'est le problème de l'hospitalocentrisme, dès qu'il y a un élément qui semble défavorable concernant l'hôpital, en conclure qu'il y a une désertification, qu'il y a une dislocation du tissu de santé local, etc. Il faut une analyse beaucoup plus fine, un peu à l'image de ce que je disais précédemment sur les entreprises. La Saint-Vincent, c'est vraiment, je l'avais utilisé comme exemple un peu prototypique, un peu emblématique au moment de mes vœux, parce que je trouvais qu'on avait là vraiment la quintessence du projet conduit par les gens eux-mêmes. Moi j'ai beaucoup aidé, comme les gendarmes, comme les pompiers, mais très honnêtement on était périphérique par rapport à tout ça. C'est quoi le cœur du projet? C'est les gens qui l'ont fait. C'est pas moi qui ai préparé les fleurs pour la décoration, c'est pas moi qui ai mobilisé les bénévoles et qui les ai motivés pendant plus d'1 an. Enfin voilà, c'est les organisateurs eux-mêmes, parce qu'ils avaient bien charpenté les choses. C'est-à-dire qu'on a, l'information principale que ça nous donne, c'est qu'on a sur le territoire des gens qui sont capables de réaliser des événements d'envergure, rompre avec cette image d'un rural qui ne sait pas s'autogérer, et surtout qui ne serait pas capable de faire des très grands événements. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on peut le faire n'importe où en France, du moment qu'on a la motivation, la compétence, l'application, et ça, tout ça, on l'a. Donc c'est pour ça que je l'avais utilisé comme un peu un exemple emblématique. On a des gens qui ne sont pas spécialistes de l'événementiel, mais qui ont été capables de dégager du temps pour s'impliquer. Et on a surtout une puissance de bénévoles considérable. Ce qui me fait dire qu'avec les organisateurs, qu'on va maintenant penser à la phase 2, c'est-à-dire qu'après avoir fait l'événement lui-même, il faut, pour éviter que les faits ne retombent, travailler avec toutes les personnes qui sont mobilisées à trouver d'autres voies d'engagement. Peut-être des fêtes de village qu'il faut relancer, peut-être une maison des associations qu'il faut monter pour maintenir ce goût du bénévolat et ce goût de la participation à la vie locale. On a beaucoup de jeunes retraités qui ont un dynamisme fou et qu'il faut forcément mettre à profit. Donc c'est aussi un des enseignements de la Saint-Vincent, c'est que les ressources elles sont là, et on a des gens qui sont prêts à s'investir plus encore à l'avenir. On revient toujours à la phrase que j'ai indiquée. Un territoire qui est en dessous de ses capacités parce qu'en fait il a un potentiel de ce type-là insoupçonné, qui se révèle à des moments clés, mais qu'en réalité on pourrait exploiter en continu. Mais c'est toujours des gens au bénéfice d'eux-mêmes. C'est des investissements, l'investissement de bénévoles au bénéfice de leur territoire. Donc on va travailler avec les organisateurs et avec les élus sur la façon de prolonger l'effet sur le territoire. Une fois que vous avez un gros événement comme celui-là, comment on prolonge l'effet? Mais c'est exactement la même méthode dans toutes les grandes villes. Vous prenez quand Lille a été capitale de la culture, que Bordeaux fait pareil avec des grands événements, chaque fois qu'on a les Jeux Olympiques, etc., on a un gros événement. Et dans la foulée, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a soulevé comme enthousiasme, comme motivation, comme détection aussi des compétences et des talents. C'est exactement la même idée, et pareil, on peut le faire aussi bien dans le rural qu'ailleurs. C'est rassurant pour l'OGS, parce que c'est vrai que c'est ambitieux le projet OGS, mais ce type d'événement fait aussi partie du projet OGS finalement. C'est-à-dire l'ensemble des événements qui vont permettre de donner une identité forte au territoire. Identité touristique, une identité patrimoniale, environnementale, culturelle. Et donc, moi je ne crains pas du tout. Il y a eu des fortes réticences dans le passé. Vous me disiez, mais est-ce que vous avez vu des choses changer en 2 ans? J'ai vu énormément de choses changer en 2 ans. Et notamment l'état dans lequel j'ai trouvé le projet OGS quand je suis arrivé, qui était bien avancé mais qui avait du mal à prendre la population, et maintenant où on est passé à une phase beaucoup plus rationnelle, où on a moins éparpillé les actions, on a beaucoup plus centré l'effort, mais où surtout on a réussi à faire comprendre et à mobiliser la population sur tous les bénéfices attendus. L'OGS était vu comme une contrainte supplémentaire, et uniquement comme une contrainte supplémentaire, et on se rend compte que finalement il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. C'est pour ça que le lien avec la Saint-Vincent de Vézelay, il est pertinent, parce que c'est les mêmes personnes qui vont être engagées dans les deux. Et c'est pour ça que l'OGS est aussi une voie de prolongement de l'enthousiasme et de l'intérêt suscité par la Saint-Vincent de Bourgueil. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Des projets plus difficiles à mener, je pense que les projets les plus difficiles à mener, très concrètement, c'est les projets qui vont demander
qui vont être supracommunaux, c'est-à-dire des projets qui vont dépasser la commune, la commune qui reste quand même, et c'est normal, le cadre d'intervention privilégié. Il y a une réticence, et c'est normal, de la population comme des élus, il n'y a pas de camp à choisir là-dessus, dès qu'il y a un élément, un sujet que vous allez poser à une échelle qui dépasse la commune. Les exemples classiques, ça peut être la santé, ça peut être l'école. L'école, c'est vraiment un exemple emblématique. C'est-à-dire que vous allez dire aux gens, ça va être très difficile de maintenir le réseau scolaire comme par le passé, parce qu'on a une baisse d'effectifs considérable. On a, je crois, sur les dernières années, 2000 enfants sur l'ensemble du département qui ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a quand même un problème au niveau de l'alimentation des effectifs dans les classes. Pourtant, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir un réseau scolaire dense et efficace pour accueillir les enfants du territoire, mais on ne pourra pas imaginer avoir pour chaque école le nombre de profs suffisants, les installations suffisantes, etc. Parce qu'il faut à chaque fois investir dans les écoles, trouver les profs et surtout trouver les élèves. Bon. Donc, ce qui est dit, c'est de dépasser le cadre de la commune. L'école communale, symboliquement, c'est très fort. Parce qu'une commune, à l'origine, c'est l'école, c'est l'eau et l'assainissement, enfin, c'est des choses qui sont intimement liées, viscéralement liées à l'esprit communal. Bon. Et donc, dès que vous touchez à ces éléments-là, forcément, vous touchez à un point sensible. Mais à force de discussion et d'échanges pour expliquer qu'il faut changer d'échelle, et que finalement, le recouvrement des élèves à l'échelle de la commune n'est plus du tout adapté, surtout à une commune de 60 habitants, ou même de 100, de 200, ou même de 300, mais qu'il faut travailler à une autre échelle, on arrive à avoir des résultats intéressants. Prenez le cas, par exemple, de Carré-les-Tombes. Avec Carré-les-Tombes, on est dans une commune qui est dans le rural profond, ou même quasiment dans la montagne, puisqu'on est dans une zone considérée avec Saint-Léger comme une commune de montagne. Donc le Morvan, comme on se représente, avec une population en diminution et un nombre d'enfants en diminution. On a 3 communes qui ont du mal à maintenir les effectifs de leur école. Saint-Branchais, Saint-Léger et Carré-les-Tombes. On leur propose de se réunir et de créer une école. Évidemment, il y a beaucoup de résistance, parce que les écoles de Saint-Branchais et Saint-Léger vont disparaître, ont disparu, mais surtout, ça donne le sentiment que les communes vont disparaître aussi par cette perte. Or, on constate qu'il y a un vrai dynamisme autour de Carré-les-Tombes qui peut profiter à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a constaté quand on a regroupé les 3 écoles, qu'on a investi près de 2 millions d'euros pour la réhabiliter? On pourrait dire, mais pourquoi mettre 1 million d'euros dans une commune rurale où de toute façon les élèves disparaissent? Mais il s'avère qu'on a regroupé les élèves à Carré-les-Tombes, que le signal envoyé à la population, c'est on croit à l'école évidemment, on croit à la structuration du réseau scolaire, et d'ailleurs on investit sur les écoles, même dans le rural, et la conséquence c'est qu'on a eu des effectifs stabilisés et même des effectifs en augmentation. Donc on a une classe supplémentaire qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens, les parents, ont compris, que l'offre s'améliorait, qu'elle était maintenue, qu'il y avait une garantie donnée pour l'avenir, et donc des enfants qui pouvaient être envoyés ailleurs, parfois même dans d'autres départements limitrophes, puisque à Carré-les-Tombes, on peut envoyer les enfants dans d'autres départements. Eh bien, ces parents se sont dit, mais non, on peut finalement les mettre à Carré, puisque ça correspond parfaitement à une école moderne, sécurisée, pas loin de chez nous, et donc on peut ramener nos enfants dans cette école. Donc finalement, en faisant le choix d'une école qui dépasse le cadre communal, en investissant dessus, fortement en DETR notamment, on a réussi à envoyer un signal positif à la population et à ramener des enfants pour structurer et pour pérenniser l'école. Donc là encore, il n'y a pas de fatalité, mais ce qui est difficile, pour répondre à votre question, c'est cette période un peu compliquée où il va falloir rassurer sur le fait que, le fait que des écoles fermes ne signifie pas à terme la dévitalisation du territoire, puisque la preuve, c'est l'inverse. Et que, justement, en structurant cette école, on structure aussi, on rassure pour tous les autres services qui existent sur cette zone de Carré-les-Tombes, qui est très, très dynamique, et qui est un pôle d'équilibre de la Vallonnais. Et qu'il faut réfléchir en pôle d'équilibre, plutôt que de réfléchir commune par commune. Et dans la Vallonnais, vous avez plusieurs pôles. Alors toute la difficulté, évidemment, c'est toutes celles qui sont trop proches d'Avallon, à proximité d'Avallon, qui doivent elles aussi s'interroger sur leur avenir et sur leur projet. Comment intelligemment être en correspondance avec Avallon pour offrir des choses qui ne sont pas forcément Avallon, mais qui sont complémentaires, et créer là aussi un pôle d'équilibre intéressant. C'est ça l'enjeu. Donc vous me disiez quelle difficulté? Voilà, dépasser le cadre communal, sans dire aux gens votre commune va disparaître, puisque leur commune elle perdure, mais dire sur certains services, il va falloir mutualiser ou penser les choses à un autre niveau. C'est quand même nouveau pour beaucoup de gens. Mais ça avance. Il y a quelques années, quand je suis arrivé, personne ne voulait entendre parler de commune nouvelle.
Il y en avait dans d'autres parties du territoire, de l'arrondissement, dans la Vallonnée, dans le Sénonais, dans l'Auxerrois. Personne ne voulait entendre parler de commune nouvelle. Et puis pareil, ils se sont rendus compte que tout seuls, chacun dans leur coin, ça allait être compliqué de pérenniser les services, de pouvoir monter des projets. Et donc ils ont réfléchi à 4-5 pour créer cette première commune de la Vallonnée. Et donc pour nous c'est un beau signal aussi envoyé aux autres, qui est de dire il est tout à fait possible d'avoir une intercommunalité qui se construit, des communes qui persistent, mais aussi des communes nouvelles qui décident de porter des projets ensemble. Et ça, c'est un beau signal aussi envoyé. Mais là encore, il faut bien comprendre que ça part toujours du terrain. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais, au niveau des services de l'État, au niveau de la préfecture, on n'a jamais imposé, on n'a jamais forcé les gens. On a dit c'est une option possible pour vous, pour traiter les sujets qui sont les vôtres. Donc réfléchissez-y tranquillement, et puis nous, on sera de toute façon à votre disposition. Et bien, ils nous ont contactés 2 mois avant la date limite, et on les a aidés à construire leur commune nouvelle. Ce qu'on dit à tous les acteurs, c'est que nous, on est là pour vous aider à faire ce travail de conciliation, de concertation, mais c'est quelque chose qui doit devenir autonome des services de l'État, que vous devez intégrer dans votre quotidien. L'État ne doit pas être juste un tiers vers lequel vous vous tournez quand vous avez du mal à trouver des solutions. C'est quelqu'un qui doit vous accompagner, c'est des services qui doivent vous accompagner, c'est un sous-préfet qui doit être à votre disposition, mais par rapport à des projets que vous montez et que vous menez vous-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous les imposer. Pour une raison simple, c'est que les projets qui durent, qui perdurent et qui donnent des fruits, c'est ceux qui sont portés par le territoire. Parce que il ne faut pas avoir des projets qui seraient imposés ou trop fortement incités, mais qui ne bénéficient pas de relais ni dans la population ni chez les élus. Donc c'est toujours des projets qui viennent des élus et de la population. Accepter déjà que le visage de sa commune va changer, c'est déjà difficile. Mais je vois que beaucoup de gens y viennent. Donc c'est plutôt positif. L'avantage principal, c'est que quand vous êtes dans une commune de 100, 150, 200 habitants, même moins, vous avez un interlocuteur privilégié qui est le maire. Pourquoi dans le grand débat national, c'est pas le sous-préfet ou le préfet qui ont été mis en première ligne, mais le maire? Parce que le maire, c'est l'interlocuteur privilégié qui vit avec les habitants dans sa commune. Donc c'est le premier magistrat de la commune qui doit être en capacité d'entendre sa population et de répondre à ses besoins. Ça a toujours été le cas depuis des siècles, il n'y a pas de raison que ça change à court terme. Bon. Et donc c'est normal qu'il soit réinstallé dans sa compétence et dans sa légitimité. Mais on le voit, il faut accompagner aussi les maires dans cette phase-là. Donc c'est pour ça que la commune reste un échelon intéressant pour le dialogue, pour faire émerger des idées, pour mobiliser des énergies, pour aussi répondre à des besoins du quotidien, des attentes du quotidien. La problématique, par exemple, très importante à l'avenir, c'est la dépendance des personnes âgées, et c'est l'isolement. C'est sûr que si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît parfaitement sa population, et qui est capable de détecter des personnes qu'on ne voit plus, des personnes qui ne sont plus dans la vie quotidienne, et qui a un risque d'isolement ou d'enfermement, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas forcément demander ça à des voisins. Le maire connaît parfaitement sa population. C'est lui qui peut être le meilleur garant de la cohésion de sa commune, et aussi le garant de l'homogénéité, qui n'est pas des groupes qui se distendent, ou des personnes qui s'isolent, ou des personnes âgées qu'on ne suit pas suffisamment, ou qu'on n'accompagne pas suffisamment. Donc on a besoin du maire aussi comme alerteur, et comme personne capable d'être une personne ressource aussi localement. Mais tout seul, là encore, sur beaucoup de sujets, il sera assez vite limité, et donc il faut que nous, on soit en appui pour lui chaque fois que c'est nécessaire. Il y a toujours un premier défi, parce que l'argent reste le nerf de la guerre. Donc ce qu'on développe comme attention auprès des élus, c'est vraiment d'avoir une stratégie pertinente de dégager des marges financières autant que c'est possible au niveau de leur budget, mais surtout d'être capable de proposer des projets qui vont correspondre aux attentes du temps. C'est-à-dire que vous avez de l'argent disponible sur beaucoup de projets, et sur des axes privilégiés aujourd'hui comme le développement durable, la protection du patrimoine, etc. Donc ce qu'on essaie de développer comme aptitude, dans les équipes municipales notamment, c'est de positionner leurs projets pour capter au mieux ces financements qui existent, et notamment les financements européens. Donc ça, c'est un premier gros défi, le décalage qu'il y a entre des besoins de territoire qui peuvent potentiellement prétendre à ces financements, qu'ils soient État, région ou Europe, et encore aujourd'hui, le fait de se tourner un peu peut-être trop facilement, mais c'est normal, vers des subventions extrêmement connues et standards comme la DETR, etc. Il faut élargir ça, et il faut avoir une vraie stratégie
de montage financier de leur projet. Ça, c'est quelque chose de primordial. Donc le premier défi, c'est développer cette culture-là, qui est double, c'est qu'à la fois optimiser leur patrimoine, le patrimoine communal est souvent considérable, mieux valoriser la forêt, mieux valoriser le patrimoine, etc. Et être capable de construire des projets avec une préoccupation de recherche de subventions beaucoup plus volontariste et beaucoup plus ouverte qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très très important. Le deuxième gros défi, je l'ai indiqué avec l'exemple que j'ai évoqué au début, c'est la connaissance du territoire et du réseau des entreprises et de leurs besoins. Ça, c'est vraiment une clé de pérennité, de développement sur le territoire. La connaissance des entreprises, ça peut paraître banal de dire ça, mais je vous assure qu'il y a un déficit considérable en la matière, et donc on peut aider aussi à ça grâce au réseau d'entreprises qu'on a, mais aussi aux acteurs qui interviennent, comme la Chambre économique de la Vallonnée, qui est aussi très active. Donc ça, c'est aussi un défi très important. Et le troisième défi, c'est évidemment aussi développer la participation de la population. Participation citoyenne au sens large, pas dans le sens restreint de sécurité, mais participation de la population, c'est-à-dire que dans une période de doute du personnel municipal au sens large, les maires et les conseillers municipaux, être capable de susciter de nouvelles vocations, une implication citoyenne plus forte, parce que un des enseignements aussi du mouvement de contestation des Gilets jaunes, c'est le sentiment de ne pas être maître de son destin et de ne pas être en prise directe avec le réel et les choses telles qu'elles se font. Et comme on dit aux gens, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites rien, soit vous participez. Mais participer, ça veut dire participer à vos conseils municipaux, investir ce champ-là de l'action publique, au sens noble, du quotidien, de ne pas être juste dans la revendication qui peut être légitime et justifiée, mais à un moment de passer à l'action. Si vous n'êtes pas satisfait, vous sortez de chez vous, vous présentez aux élections, vous montez des listes, il y a des élections qui vont arriver, et vous vous impliquez. Donc cette question de la participation citoyenne comme moyen de contrecarrer un effet pervers, on va dire, des démocraties libérales un peu individualistes, où chacun finit être un peu, avoir le sentiment qu'il est un peu isolé, c'est peut-être aussi de dire, repartir à la conquête de l'espace citoyen, parce que il y a un déficit là-dessus, et une des réponses au sentiment d'isolement ou d'abandon, ou que ça n'est pas suffisamment entendu, ou que les réformes ne vont pas suffisamment dans le sens qu'on souhaiterait, même au niveau le plus local, la réponse, c'est l'engagement citoyen. C'est de s'investir, soit par le bénévolat, soit dans le conseil municipal, mais il faut s'investir. Il faut s'investir directement en continu pour que les choses changent. Et pour réactiver l'esprit démocratique, il faut vraiment un engagement citoyen fort. Et on sait que avec l'abstention, avec le désengagement par rapport à la politique locale, c'est vrai que ça nourrit aussi ce sentiment qu'on est un peu dépossédé du cours des choses, de la façon dont les choses évoluent. Donc ça sera ces trois défis que je vois qui sont, à mon avis, très porteurs. La meilleure gestion du patrimoine communal et la meilleure stratégie de captation des financements pertinents pour leurs projets, l'engagement citoyen et puis la mobilisation du réseau d'entreprises avec une connaissance fine du territoire. Le premier jour, dès le 17 novembre, j'ai reçu une petite délégation de 4 personnes parce que c'était normal que je les reçoive. Ça s'est passé dans un esprit extrêmement bon enfant. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer la palette en fait, des situations qui se sont présentées en France. Vous avez eu de tout, dans les grandes villes, les petites. Nous, on est un territoire qui a été moins exposé, plus préservé du mouvement, mais on en avait quand même. Donc ça veut dire qu'ils avaient aussi des choses à dire. Donc moi, j'ai reçu 4-5 personnes qui étaient à chaque fois dans des champs très différents, mais qui avaient quelque chose à dire. Il y avait des choses très positives et des choses qui questionnaient, pour être totalement honnête. Je ne vais pas dire que c'était merveilleux parce qu'ils venaient... Les choses positives, c'est qu'on avait des personnes qui s'étaient jamais engagées, qui étaient un peu à l'écart de l'engagement dont je parlais précédemment, et qui avaient le sentiment que les choses se décidaient sans elles, qui voulaient manifester quelque chose. Donc ça s'est fait de façon un peu éruptive, mais on est français, et c'est la population française aussi qui est comme ça, il faut inscrire ces mouvements-là dans une longue histoire. C'était logique, c'était normal que, voulant manifester leur mécontentement, ils le manifestent aussi de cette manière. Mais je me suis rendu compte aussi de beaucoup de choses qui interrogeaient dès le premier jour, et qui se sont confirmées ensuite par la suite. La première, c'est la variété des revendications, extrêmement hétéroclite. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé,
et qui a été un débat qui est ouvert aujourd'hui, mais qui s'est progressivement installé ces dernières semaines, c'est la question de la représentation et de la représentativité. J'avais en face de moi deux positions à la fois contradictoires mais riches d'enseignements. Un, le sentiment qu'ils n'étaient pas représentés par les voix habituelles. Et deux, le sentiment que leur voix suffisait à représenter l'ensemble d'un corps social. Par exemple, j'avais autour de moi un artisan, une personne retraitée et une secrétaire en milieu médical, et toute seule, pensait qu'elle représentait à elle seule l'ensemble de leur corps. Et là, je me suis dit qu'on touchait quelque chose qui était un peu problématique, c'était que justement, il fallait qu'on retrouve un peu la façon de définir qu'est-ce que c'était la représentativité, la représentation au niveau d'une démocratie. Il ne suffit pas d'être retraité pour représenter l'ensemble des retraités. Il ne suffit pas d'être fonctionnaire pour représenter l'ensemble des fonctionnaires. Il faut à un moment que les revendications d'un corps social suivent une procédure, un process pour émerger et gagner en légitimité forte. Donc voilà, il y avait à la fois le bénéfice, avec les Gilets jaunes, d'une spontanéité revendicative qu'il fallait entendre. De toute façon, elle a été entendue, elle a été entendue aussi très vite. Et en même temps, un questionnement sur le fond qui était très perturbant. Et qui d'ailleurs déstabilisait beaucoup de monde. Les grilles de lecture classiques des revendications et de la compréhension des revendications étaient perturbées. Les intellectuels ont eu beaucoup de mal dans un premier temps à comprendre ce qui se passait. Les syndicats n'étaient pas en première ligne. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on voyait habituellement, il y avait quelque chose d'inédit. Et pourtant, il y avait toujours des revendications toujours du même type, je dirais, qui étaient de dire comment on peut faire pour que reprendre un peu la main sur le cours des choses et avoir le sentiment que ce qu'on pense et que ce qu'on souhaite se traduit dans les règles collectives. Et ça, c'est un défi considérable. Mais en même temps, je dirais que c'est toute la grandeur et la faiblesse de la démocratie, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'exprimer cette variété des attentes, mais en même temps une incapacité à répondre individuellement à chaque attente. Et c'est ça qui est peut-être qu'il va falloir aussi comprendre avec les Gilets jaunes et peut-être traduire aussi, parce que cette contestation, il va bien falloir qu'elle revienne à un moment ou à un autre dans les canaux traditionnels de manifestation de la volonté générale et de traduction dans les politiques publiques. C'est ça la difficulté. En clair, il faut accepter que tout ce qu'on veut personnellement ne se réalise pas intégralement, que quand on a une offre politique qui dépasse les 10 candidats aux élections présidentielles, il y en a forcément un qui doit se rapprocher de ce qu'on pense. Il y a un rendez-vous qu'il faut retrouver entre la population et ses gouvernants. Et nous, ce qu'on peut faire localement, c'est aussi aider à ça, par beaucoup de pédagogie, et par ce qui est en train de se faire avec le grand débat national, de renouer le contact, et de redire, mais voilà, il n'y a pas les élus et la population qui ne se parlent pas, les élus, ils sont là aussi pour traduire ce dont la population a besoin. Donc vous le savez, un sous-préfet d'arrondissement, il s'occupe de son arrondissement, mais on peut lui confier des missions départementales transversales. Donc moi aujourd'hui j'en ai 3. La prévention des inondations, c'est-à-dire toute la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La deuxième mission, c'est accompagner les communes et les EPCI dans la prise de compétences eau et assainissement. Donc c'est une compétence intercommunale, mais nous on les aide sur le plan technique, méthodologique, etc., comme l'État doit faire, parce que c'est quand même assez lourd. Et la troisième mission, c'est que je suis aussi référent départemental pour l'élaboration du plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles. Et que nous préparons l'annonce d'un plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc pourquoi c'est très important ? D'abord parce que ça part d'un constat que Lyon est très très mal positionné au niveau national sur les constats faits de violences sexistes et sexuelles. C'est un des départements français les plus touchés par ce type de violences, qui sont d'ailleurs en augmentation. Alors, l'augmentation, oui. C'est pas forcément les violences intrafamiliales, c'est à l'égard des femmes. C'est l'égard des femmes en général. Mais on sent qu'il y a une augmentation, soit par la plus grande révélation, en fait, les personnes qui portent plainte plus systématiquement, soit parce que manifestement il y a une dégradation aussi dans ce domaine-là. Donc le gouvernement a décidé ça fait plusieurs années déjà, mais là de prendre vraiment le sujet à bras-le-corps et de désigner dans chaque département un sous-préfet qui va être chargé de coordonner l'élaboration du plan départemental, de proposer au préfet, au conseil départemental, aux 2 procureurs, un document qui devra en fait à la fois tracer des propositions de stratégie pour les années qui viennent, des actions à mener très concrètes avec l'ensemble des partenaires qui sont très nombreux. C'est tous les partenaires qui interviennent dans ce domaine, la gendarmerie, le tribunal, les hôpitaux, les CCAS,
la DAVIRS, enfin énormément de structures, d'associations qui peuvent être impliquées. Ce qu'on souhaite, c'est produire un document qui ne soit pas un énième rapport, un énième plan, mais c'est vraiment une stratégie concertée localement, avec des mesures très concrètes, dont certaines sont assez novatrices. Donc c'est un sujet qui est très important, d'abord parce que c'est la révélation aussi d'une violence qui est trop tue ou trop marginalisée, même dans la ruralité, donc il faut vraiment que ce soit tout le département qui soit impliqué, tous les acteurs. C'est surtout un effort qu'il va falloir mener sur des années et des années. Donc le fait d'avoir un sous-préfet référent permet aussi de maintenir l'attention et d'avoir une personne dont la mission est vraiment de faire vivre le sujet et de continuer à impliquer les acteurs. Pourquoi ? Parce que tout le monde est très impliqué localement. Tous les acteurs sont évidemment très impliqués dans leur mission et ils font évidemment au quotidien un travail énorme, mais soit ils ne se connaissent pas forcément bien tous entre eux, soit leur action n'est pas forcément suffisamment bien coordonnée. D'avoir une personne au niveau du corps préfectoral qui va se charger d'assurer ce suivi et d'être l'interlocuteur privilégié pour répondre aux problèmes qui pourraient se poser, pour développer de nouvelles pistes de travail, pour faciliter en fait, pour fluidifier les relations, justement au profit de ces femmes qui ont besoin d'aide et d'accompagnement, c'est quand même un outil intéressant. Et comme ça marche bien sur d'autres sujets, on a décidé aussi de l'appliquer à ce domaine.